Les ports soviétiques de l'Arctique reçoivent les premiers navires américains. À bord, des cargaisons qui semblent dérisoires face à la machine de guerre allemande. Les officiers soviétiques rient avec mépris. Ces quelques camions et avions ne changeront rien face aux panzers qui avancent vers Moscou. Mais ils ignorent encore qu'ils observent le début de l'une des plus grandes opérations logistiques de l'histoire militaire, celle qui va transformer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Voici l'histoire du programme qui a sauvé l'Union soviétique. Automne 1941. Les ports de Mourmansk et Arkhangelsk, enveloppés par le froid arctique, reçoivent les premiers navires américains. À bord, des équipements qui semblent dérisoires face à l'avancée allemande. Les officiers soviétiques observent avec scepticisme ces cargaisons. Quelques camions, des avions jugés obsolètes, des conserves alimentaires. L'opération Barbarossa a déjà coûté à l'Union soviétique des millions de soldats et des territoires immenses. Les divisions blindées allemandes progressent vers Moscou. Dans ce contexte de désespoir, ces premiers envois paraissent insignifiants. Le programme Lend-Lease, signé le 11 mars 1941 par le président Roosevelt, n'a été étendu à l'URSS qu'en septembre de la même année. Les premiers mois, les quantités livrées sont minimes. En 1941, la valeur des équipements envoyés ne représente que 100 millions de dollars, moins d'1% du total du programme. Les Soviétiques, qui perdent quotidiennement des milliers d'hommes et des centaines de chars face à la Wehrmacht, ne peuvent s'empêcher de considérer cette aide comme symbolique. Les camions Studebaker US-6 qui débarquent semblent fragiles comparés aux robustes ZIS-5 soviétiques. Les avions Hurricane britanniques et Tomahawk américains sont perçus comme technologiquement inférieurs aux chasseurs allemands. Mais ce que les Soviétiques ignorent encore, c'est que ces premiers navires ne sont que le début d'une opération logistique sans précédent dans l'histoire militaire. Dans les usines américaines, la production s'accélère exponentiellement. À South Bend, Indiana, l'usine Studebaker passe d'une production civile à une production militaire massive. Des milliers d'ingénieurs travaillent jour et nuit pour transformer l'arsenal américain en machine de guerre alliée. Le convoi arctique qui vient d'accoster n'est que la première goutte d'un océan d'aide qui va transformer radicalement le cours de la guerre sur le front oriental. Les généraux soviétiques, concentrés sur la défense de Moscou en ce terrible hiver 1941, n'ont pas encore compris l'ampleur de ce qui se prépare. Entre juin 1941 et mai 1945, ce ne seront pas quelques navires, mais 2803 navires qui traverseront les océans pour livrer 5 millions de tonnes de matériel militaire, de véhicules, de fournitures industrielles et de nourriture. Mais en cet automne 1941, personne ne le sait encore. Laissez dans les commentaires le mot Stalingrad si vous voulez découvrir comment cette aide a changé le destin de cette bataille légendaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire pour ne manquer aucun épisode de cette histoire incroyable. 1942 marque un tournant. Les chiffres deviennent vertigineux. La valeur des livraisons passe à 6% du total du programme Lend-Lease. Les convois se multiplient sur 3 routes principales. À travers le Pacifique via l'Alaska et la Sibérie, par l'Iran après son occupation par les forces anglo-soviétiques en août 1941, et par l'océan Arctique malgré les sous-marins et bombardiers allemands. Chaque mois, des dizaines de navires affrontent les tempêtes, les glaces et les torpilles pour atteindre les ports soviétiques. Les statistiques deviennent impressionnantes. Entre le 1er octobre 1941 et le 31 mai 1945, les États-Unis livrent à l'Union soviétique 427 284 camions, 13 303 véhicules de combat, 35 170 motos, 2328 véhicules de service d'artillerie, 2670 371 tonnes de produits pétroliers, représentant 8% du carburant d'aviation utilisé, incluant près de 90% du carburant à haute octane. S'ajoutent
4478 116 tonnes de denrées alimentaires, 911 locomotives à vapeur, 66 navires diesel électriques, 11 400 avions et des milliers de tonnes d'aluminium, de cuivre et d'explosifs. Le corridor perse devient une artère vitale. Les camions Studebaker débarquent dans les ports du golfe Persique à Bassora, Khorramshahr, Abadan et Bandar Shahpour. Des usines d'assemblage d'avions et d'automobiles sont construites sur place. Les véhicules parcourent ensuite des centaines de kilomètres à travers les montagnes et les déserts avant d'atteindre le territoire soviétique. Le trajet d'un convoi depuis New York jusqu'aux côtes iraniennes, contournant le cap de Bonne-Espérance, prend environ 75 jours. Puis vient le passage à travers l'Iran, le Caucase ou par la mer Caspienne. La route arctique reste la plus dangereuse, mais aussi la plus directe. Les convois britanniques et américains bravent les eaux glacées de la mer de Barents. Le convoi de juillet 1941 transporte 40 avions Hurricane et 550 mécaniciens et pilotes de la nommée 151 Wing pour l'opération Bénédicte, destinée à assurer la défense aérienne de Mourmansk et former les pilotes soviétiques. Ces convois reviennent chargés de l'or que l'URSS utilise pour payer les États-Unis. Le 30 avril 1942, le sous-marin allemand U-456 coule le croiseur britannique Edinburgh, transportant 5 tonnes d'or soviétique destinées au paiement des fournitures. En 1943, la production américaine atteint son apogée. Les usines tournent à plein régime. Studebaker produit 4000 véhicules militaires par mois fin 1942. L'entreprise fabrique également 63 589 moteurs Wright Cyclone R1820 à 9 cylindres refroidis par air pour les bombardiers B-17. Au total, 219 882 camions tactiques US-6 de 2, 5 tonnes et de 5 tonnes seront produits. Studebaker en livrera 197 668 depuis son usine de South Bend et Rio Motors 204 supplémentaires depuis son usine de Lansing, Michigan, à partir de 1944. Les camions Studebaker US-6 deviennent rapidement légendaires parmi les troupes soviétiques. Surnommés affectueusement Studer ou Studebaker, ces véhicules robustes à 6 roues motrices peuvent transporter jusqu'à 4 tonnes de charge, bien que leur capacité nominale soit de 2-5 tonnes. Sur route, leur moteur puissant leur permet d'atteindre 70 km par heure. Leur réservoir de 150 litres offre une autonomie de 400 km. Mais leur caractéristique la plus appréciée est le treuil à câble d'acier monté à l'avant du pare-choc. Il y avait beaucoup de camions, mais ils s'enlisaient sur les routes et devaient être tirés hors de la boue littéralement à la main, se souvient le signaleur Semyon Brevdo. Les camions américains Studebaker étaient une bouée de sauvetage. Ils étaient équipés d'un treuil à câble d'acier au-dessus du pare-choc avant. Le camion pouvait se sortir lui-même, tant qu'il y avait quelque chose auquel attacher l'extrémité du câble, et il pouvait aussi tirer d'autres camions. Avoir 1 ou 2 Studebaker dans la colonne faisait la différence entre le succès et l'échec. Cette histoire vous passionne? Partagez cette vidéo avec vos amis passionnés d'histoire militaire. Ces camions sont utilisés pour remorquer l'artillerie jusqu'à 150 mm de calibre, transporter des troupes et des marchandises sur de longues distances. Ils servent de plateforme pour les lance-roquettes Katyusha, notamment la version BM-3112, surnommée Andriusha. Ils sont transformés en camions-citernes, ateliers mobiles de réparation, équipés de générateurs et d'outils de soudure, ou en stations radio à ondes courtes, assurant les communications entre l'état-major général et les lignes de front. En 1944, les véhicules importés représentent 70% de la flotte soviétique et sont essentiels à sa mobilité. Le Studebaker est certainement bien meilleur, déclare Pavel Gourevitch, lieutenant du 6e bataillon de mortiers de la garde. Les EIS étaient à 2 essieux, ils calaient sur les mauvaises routes, tandis que les Studebaker sont tout-terrain, avec les roues avant et arrière motrices. Ils étaient aussi plus maniables. Les Studebakers se sont révélés très utiles dans les marécages de Carélie. L'aluminium américain permet d'augmenter considérablement la production aéronautique soviétique.
Les États-Unis et le Commonwealth britannique fournissent 55% de tout l'aluminium utilisé par l'Union soviétique pendant la guerre et plus de 80% du cuivre. Les 1911 locomotives à vapeur livrées compensent largement la production soviétique de seulement 800 locomotives entre 1941 et 1945. Le carburant d'aviation Lend-Lease équivaut à 57% de la production soviétique elle-même. Les 622 100 tonnes de rails livrées représentent 36% du total des voies posées et produites en URSS. L'aviation soviétique reçoit des équipements cruciaux. Sur les 10 000 avions délivrés aux unités de chasse de la défense aérienne entre 1941 et 1945, 6 953, soit plus de 70%, sont britanniques ou américains. Au total, 18 763 avions sont livrés à l'URSS, représentant environ 18% de tous les avions des forces aériennes soviétiques. Le Bell P-39 Airacobra devient particulièrement populaire. Plusieurs soviétiques remportent plus de 40 victoires avec cet appareil. Dans l'aviation de la flotte, pratiquement tous les bombardiers torpilleurs sont des A-20G Boston américains en 1944-1945. Novembre 1943, Téhéran. La conférence réunit pour la première fois les trois grands leaders alliés. Joseph Staline, Franklin Roosevelt et Winston Churchill. Le terminus de la ligne d'approvisionnement du Golfe Persique se trouve à proximité. À Kazvin, les fournitures Lend-Lease sont transférées aux soviétiques. Les avions sont assemblés à Abadan et livrés à Téhéran. Au-delà de ces points, les mouvements sont gérés exclusivement par les soviétiques qui interdisent soigneusement aux Américains d'aller plus loin. Lors d'un dîner, Staline lève son verre. Ses paroles vont marquer l'histoire. Je veux vous dire ce que, du point de vue russe, le président et les États-Unis ont fait pour la victoire dans cette guerre. Les choses les plus importantes dans cette guerre sont les machines. Les États-Unis sont un pays de machines. Sans les machines que nous avons reçues grâce au Lend-Lease, nous aurions perdu la guerre. Cet aveu public est remarquable, venant d'un homme aussi méfiant et secret que Staline. Il reconnaît officiellement que, sans l'aide américaine, l'Union soviétique n'aurait pas pu vaincre l'Allemagne nazie. Maxime Litvinov, ambassadeur soviétique à Washington, avait bondi sur ses pieds en octobre 1941 lors de la signature du premier protocole d'aide, s'écriant « Maintenant, nous allons gagner la guerre ». Staline confirme cette prédiction 2 ans plus tard. Nikita Khrouchtchev, qui a servi comme commissaire militaire et intermédiaire entre Staline et ses généraux pendant la guerre, aborde directement la signification de l'aide Lend-Lease dans ses mémoires de 1964. J'aimerais exprimer mon opinion sincère sur les opinions de Staline, quant à savoir si l'Armée rouge et l'Union soviétique auraient pu faire face à l'Allemagne nazie et survivre à la guerre sans l'aide des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Il a déclaré franchement que si les États-Unis ne nous avaient pas aidés, nous n'aurions pas gagné la guerre. En tête-à-tête contre l'Allemagne d'Hitler, nous n'aurions pas résisté à son assaut et nous aurions perdu la guerre. Les chiffres le confirment. En 1945, près d'un tiers des camions utilisés par l'Armée rouge sont de fabrication américaine. Les États-Unis fournissent plus d'un tiers de tous les explosifs utilisés par l'Union soviétique pendant la guerre. Les livraisons de câbles téléphoniques, d'aluminium, de rations en conserve et de vêtements sont également critiques. Sans ces équipements, chaque offensive soviétique aurait calé à un stade plus précoce, dépassant sa queue logistique en quelques jours. Les commandants allemands auraient pu échapper à au moins certains encerclements, obligeant l'Armée rouge à préparer et mener beaucoup plus d'attaques de pénétration délibérées pour avancer de la même distance. L'historien Boris Sokolov conclut, dans une bataille hypothétique en tête-à-tête entre l'URSS et l'Allemagne, sans l'aide du Lend-Lease et sans la diversion de forces importantes de la Luftwaffe, de la marine allemande et de plus d'un quart de ses forces terrestres dans la lutte contre la Grande-Bretagne et les États-Unis, Staline aurait difficilement pu battre Hitler. Mai 1945. Berlin tombe. L'Armée rouge plante le drapeau soviétique sur le Reichstag.
Les Studebaker US-6 qui ont parcouru des milliers de kilomètres depuis Stalingrad jusqu'à la capitale allemande sont témoins de cette victoire. Mais très rapidement, la mémoire officielle soviétique commence à minimiser le rôle du Lend-Lease. La guerre froide commence à peine, et le récit de la Grande Guerre patriotique doit glorifier exclusivement les sacrifices et la puissance soviétique. En 1948, un rapport du membre du Politburo Nikolaï Voznesensky affirme que les États-Unis, décrits comme la tête du camp antidémocratique et le guerrier de l'expansion impérialiste dans le monde, ont contribué du matériel pendant la guerre, représentant seulement 4-8% de la propre production de guerre de l'Union soviétique. Cette statistique, largement contestée par les historiens, semble ne refléter que les livraisons de 1941-1943, omettant volontairement les années 1944-1945, où les quantités livrées furent bien plus substantielles. L'ouvrage « Courte histoire de la Grande Guerre patriotique », également de 1948, reconnaît les expéditions Lend-Lease mais conclut dans l'ensemble. Cette assistance n'a pas été suffisamment significative pour exercer une quelconque influence décisive sur le cours de la Grande Guerre patriotique. En 2015, Nikolai Rykov, dernier chef du gouvernement de l'Union soviétique, écrit « On peut affirmer avec confiance que l'assistance Lend-Lease n'a pas joué un rôle décisif dans la grande victoire. » Pourtant, après 1945, le Lend-Lease est traité dans les histoires officielles soviétiques comme un facteur mineur dans le redressement des fortunes soviétiques. Les monuments érigés partout célèbrent les chars T-34, mais pas les camions Studebaker. Le Studebaker mérite un monument comme ceux érigés partout aux célèbres chars T-34, écrit l'artilleur Ilya Mariassin. Mais ce monument ne sera jamais construit. Le 5 janvier 1945, le lieutenant-général Leonid Rudenko, chef de la commission d'approvisionnement du gouvernement de l'URSS aux États-Unis, présente à la Studebaker Corporation un album photo intitulé « Le Studebaker sur le front soviéto-allemand », montrant comment le camion a servi l'Union soviétique. Aujourd'hui, il est conservé dans les archives du Studebaker National Museum à South Bend, Indiana. La plupart des camions ont été cachés par les Soviétiques après la guerre pour éviter de les payer. Certains ont été retournés au gouvernement américain pour crédit et ont été coulés en mer. D'autres ont continué à être utilisés en agriculture, dans l'industrie et dans l'armée soviétique jusqu'au milieu des années 1960. Le terme Studebaker a été incorporé dans la langue russe. Vers la fin de la guerre, des recherches américaines sur les soldats soviétiques révèlent qu'ils faisaient référence à tous les camions comme des Studebakers. Dans les conversations ordinaires, ils utilisaient parfois Studebaker comme l'équivalent de hockey, reflétant leur opinion sur les camions Studebaker. Aujourd'hui, en Russie, des clubs de collectionneurs de véhicules préservent ces machines légendaires, conscients que sans elles, l'histoire aurait pu être différente. Au total, le programme Lend-Lease représente 1 milliard de dollars, soit 690 milliards en valeur 2024. Sur ce montant, 3 milliards sont allés à l'Union soviétique. Ce qui a commencé par des ricanements face à quelques navires en 1941 s'est transformé en l'un des plus grands efforts logistiques de l'histoire militaire. Sans ces navires que les Soviétiques ont d'abord méprisés, la guerre aurait duré 12 à 18 mois de plus, et les soldats soviétiques auraient peut-être atteint les plages atlantiques de la France au lieu de s'arrêter à Berlin. Alors, saviez-vous que le Lend-Lease avait joué un rôle aussi crucial dans la victoire soviétique? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres secrets méconnus de la Seconde Guerre mondiale. Activez la cloche pour ne manquer aucune révélation historique.